Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Hors Jeu Capital, 104e numéro aujourd'hui du podcast pour revenir sur toute l'actualité du Paris Saint-Germain et aussi un peu d'actualité européenne parce qu'évidemment on va parler du sujet qui fâche tout le monde depuis hier soir, ce projet de Super League qui a vu naître hier soir via un communiqué publié 12 grands clubs européens qui ont décidé de concurrencer, de faire une scission avec l'UEFA pour proposer leur Ligue des Champions à eux. On en parlera dans le podcast évidemment parce que ça concerne aussi le Paris Saint-Germain et donc ça fait partie de l'actualité. Mais d'abord, on reviendra quand même sur la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue 1 hier pour la 33e journée de Ligue 1 face à Saint-Etienne. Une victoire qui a mis du temps à se produire parce qu'il y a eu évidemment ce scénario fou en fin de match avec 5 buts en 10 minutes, enfin en 15 minutes avec le temps additionnel. On a bien cru que le Paris Saint-Germain allait laisser des plumes et abandonner le titre, mais finalement le Paris Saint-Germain a gagné 3-2 face à Saint-Etienne et donc est relancé pour la première place au classement. L'équipe qui m'a accompagné pour parler de tous ces sujets très intéressants, Mousse tout d'abord qui est avec nous. Salut Mousse, comment vas-tu ? Salut Hugo, salut les gars. Bah écoute, ouais, ça va. Depuis hier soir et la bombe qu'a lâché les 12 clubs de la Super League. Écoute, hâte de voir en Ligue des Champions un Rennes-Stuttgart en finale. Voilà quoi. Alors, ça a complètement éclipsé l'actu même du match, etc., de la course au titre, etc. Enfin, nous-mêmes, quand on s'est connecté sur Skype, on ne parlait pas du match, on parlait surtout de la Super League. Ouais, ils n'ont même pas laissé le temps de savourer cette victoire importante d'ailleurs, parce que tu reviens à un point. Mais il faudra voir la suite des événements. Est-ce que cette Ligue des Champions actuelle va se terminer parce que à part le PSG, les 3 autres clubs sont engagés. Donc, écoute, on verra. Ouais, on verra. Hâte de voir ça. On va en parler tout à l'heure dans le podcast. Yacine Amned également qui est avec nous. Salut Yass. Salut à tous. Ça va ? Ouais, ça va. Toi aussi, tu as lu un peu tout ce qui se passe depuis hier soir. C'est chaud, hein. Ouais. Après, ça avait commencé dans la matinée quand même. On avait commencé à entendre quelques bruits, mais c'est vrai que c'est allé très vite, quoi. Ah, ils ont publié, bam, le site internet, le communiqué, etc. Le magnifique site internet, oui. Ouais. Nicolas Puyarbeau qui est là pour terminer la bande. Comment ça va, Nico ? Salut, bonjour à tous les supporters du club qui va gagner la première Ligue des Champions sur tapis vert. Ça va bien. Écoutez, moi j'ai passé une bonne nuit parce que j'ai vu une belle journée de sport hier et notamment le match du PSG et puis cette Super League. Moi, ça me fait, je vais pas dire que ça m'excite, mais ça me fait marrer ce sujet. Et, je suis pas aussi énervé que certains et on va en discuter avec plaisir. Ah, comme d'habitude, ça provoque des gros débats là, sur Twitter. Depuis hier, c'est n'importe quoi, hein. Ça part dans tous les sens. J'ai vu 10 000 infos passer. Je ne sais même pas si elles sont recoupées, vérifiées, etc. Donc, on va faire un peu le tri tout à l'heure. Je vais vous donner les informations qui sont parues de façon officielle, on va dire, avec les communiqués respectifs, etc. Je vous détaillerai le format de la compétition. On y verra un peu plus clair. Mais commençons d'abord par ce match. PSG Saint-Etienne, victoire du Paris Saint-Germain dans une fin de match complètement folle au Parc des Princes. Les Parisiens donc, qui ont réussi à s'arracher dans les derniers instants pour décrocher un précieux succès lors de cette 33e journée de Ligue 1. Ils reviennent donc à un point du leader lillois, et ça c'est la vraie information, hein, parce que les conséquences au classement, c'est que Lille, qui a fait match nul contre Montpellier vendredi, est à 70 points, toujours leader, mais Paris a gratté 2 points et donc deuxième avec 69 points. Monaco toujours troisième avec sa victoire 3-0 contre Bordeaux hier à 68 points, et Lyon pareil qui ne lâche pas et qui poursuit le rythme des 3 devant avec sa victoire 2-1 contre Nantes hier soir dans le match de 21h. Donc Lyon 4e avec 68 points. J'ai une petite stat déjà sur le classement. C'est du jamais vu à la fin de la 33e journée de Ligue 1 que les 4 premiers se tiennent en 3 points. Depuis l'instauration de la victoire à 3 points dans le championnat. Nico, c'est quand même incroyable cette fin cette fin de championnat. Grosse pas, en fait. Personne ne lâche en fait. Lille a lâché 2 points, mais voilà, il reste quand même 4 équipes concernées par le titre. Ouais, il y a quand même des tendances. On sent quand même que Monaco est sur une grosse dynamique, que Paris a également cette faculté, cette possibilité d'aller tout gagner jusqu'à la fin, et qu'une équipe comme Lille et Lyon, enfin des équipes comme Lille et Lyon sont un petit peu plus sur le fil et que c'est un peu plus poussif en ce moment. Mais ouais, c'est vrai que c'est un resserrement vraiment très intéressant pour le suspense. J'espère que ça va bien se finir pour Paris. J'ai le sentiment que ça va se jouer la semaine prochaine, cette Ligue 1, et que le classement de la prochaine journée sera quasiment le classement définitif parce que
Je vois pas les équipes sur 3-4 matchs se mettre à craquer. Donc, gros week-end prochain avec logiquement, si les planètes s'alignent bien, le PSG qui reprend la tête et qui la garde jusqu'au bout. De toute façon, j'ai parié sur ça début mars. Donc, je vais croiser les doigts parce que j'ai mon 13e mois en jeu là. Donc, il y a un Lyon-Lille la semaine prochaine qui risque de faire des dégâts au classement dans le top 4. Donc, c'est vrai qu'il faudra évidemment suivre attentivement la prochaine journée de Ligue 1. Yacine, elle a mis du temps à dessiner la victoire parisienne parce qu'on parlait un peu des conséquences au classement. Évidemment, le Paris Saint-Germain fait la bonne opération, mais on s'est dit longtemps pendant le match et même après l'ouverture du score de Bouanga, puis l'égalisation de Saint-Etienne aux 2 partout, que le titre était clairement perdu pour le PSG. On l'a tous pensé ici. On va pas faire on a tous pensé que ça a commencé à être compliqué. Déjà, pendant longtemps, on s'est demandé pourquoi il y avait un match. Déjà. Le match a commencé à la 79e minute. J'ai essayé de ne pas fermer les yeux, j'ai lutté. Je me disais, ouais, il va se passer quelque chose. Et ça a été dur et long. Et effectivement, quand j'ai lutté et qu'à la 79e, Bouanga a marqué, je me suis dit, mais tu vois, t'aurais dû dormir en fait. Et te réveiller d'un coup, tant pis. T'aurais pris les choses moins mal. Ceux qui ont loupé la première période, ils n'ont rien loupé. Ouais, ceux qui ont loupé les 75 premières minutes, ils ont rien loupé. Il y a le poteau de Sarabia en première quand même. Ouais, le coup franc. Ah oui, le magnifique coup franc, c'est vrai. Ça a un peu quand même bougé en deuxième, notamment avec les changements, on en parlera tout à l'heure. Non, mais pour faire court, c'est que effectivement, après le but de Bouanga, j'étais en train de tweeter. Ouais, pour de vrai. J'étais en train de tweeter. Bon, bah ok, ce soir, on est 4e. Et en fait, j'ai pas eu le temps d'écrire le E de 4e que Mbappé égalisait. J'ai tout effacé. Ah, t'as eu de la chance. Hein. Je vais pas te mentir, Yass, j'ai été pareil. J'étais en train d'écrire un tweet et j'ai fait supprimer. Et en fait, après, c'est n'importe quoi parce que il n'y a plus rien, il y a plus rien qui gère, c'est que à l'envie, à l'énergie. Mais par contre, franchement, j'ai aimé certaines réactions, notamment celle de Mbappé. Et c'est vrai que quand Rico fait l'erreur, j'ai eu peur. Alors, déjà, il est plus que tard dans le match, donc tu te dis, bon là, ça y est, cette fois, c'est la faute de trop. Et quand tu vois certaines têtes, tu te dis, oula, là, ça sent vraiment pas bon. Et puis, bah, voilà, il y a un mec qui est claqué pendant son entrée. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais pourquoi tu es rentré? Tu perds tous tes ballons. Ah ouais, Le mec, il arrive à être sur 2 buts et un corner direct. Mais... Enfin, voilà, en fait, c'est à l'image de la saison du PSG, je crois. Tout et n'importe quoi. Tu rates tout, mais tu es décisif. Bref, voilà. Après, franchement, ce qui est bien, c'est que c'est vrai qu'au niveau mental, voilà, c'est une victoire qui peut faire du bien parce qu'elle prouve que déjà les mecs veulent quand même le titre de champion, malgré que sur certains matchs, on s'est demandé s'ils en voulaient vraiment. Et puis voilà, il y a des victoires qui comptent plus que d'autres. Il y en a par le style, il y en a par le mental. Voilà, on verra. Parce que Rico, il est à 2 doigts de te coûter le titre, quoi. Baker qui suit pas, c'est pas mal non plus. Il est à côté. Même le début de l'action, hein, mais parce que c'est le gardien, donc c'est lui qu'on retient le plus. Mais même le début de l'action, les positionnements de la défense, enfin bref. Mousse, c'est vrai. Alors aussi, comme le dit Yacine, au-delà du fait que Paris a su trouver les ressources mentales pour réaliser vraiment la bonne opération de la 33e journée, on revibre devant les matchs de Paris en dehors de la Ligue des Champions, parce que, on va pas se mentir, hier on était comme des fous. Les 10 dernières minutes, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vécu ça en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain? Un scénario comme ça. Ouais, non, c'est clair, comme tu fais bien de le préciser, parce qu'on parle de la Ligue 1, et moi j'ai cru revivre un PSG Nantes, un PSG Lorient. Je me suis dit, on se dirige vers ce genre de match, quoi, tu vois. Et on sait que ces derniers temps, les matchs à domicile, c'est pas trop ça. Beaucoup de défaites au parc. Paris est resté sur 3 défaites à domicile pour le Paris Saint-Germain. Oui. Défaites contre Monaco, contre Nantes et contre Lille, quand même. Ouais, c'est ça. Il y a... déjà après Barça, on s'était inquiété du match à Strasbourg. Après, c'était à l'extérieur, mais le PSG avait bien maîtrisé ce match. Là, c'était encore un autre contexte parce que l'horaire était différent. C'était dimanche à 13h. La préparation, c'est pas la même. Bref, ça sentait un peu le match piège. Et puis voilà, on a vu un PSG sans idée, sans vitesse. On se dirigeait plus vers un 0-0, voire une défaite 1-0 dernière minute,
Et en fait, le but stéphanois, il réveille un peu les choses. Mbappé, il enchaîne directement. Hein. Pas le temps de cogiter, mais il égalise. Après, sur le 2-2, moi, je pensais que ça allait s'arrêter à 2-2. Hein, franchement, je ne pensais pas. Même si dans le groupe WhatsApp, et vous devez le reconnaître, j'avais dit que Icardi mettrait son petit but et qu'il nous sauverait. Bon, j'ai encore une fois raison, comme dirait l'ami Yacine. Mais moi, ouais, je pensais vraiment qu'on allait rester à 2-2 match nul. Et je me suis dit, bon, on reste à 3 points de Lille. Si c'est le cas, il y a la confrontation directe le week-end prochain. Donc voilà, j'étais pas plus inquiet que ça. Mais à 1-0, quand Saint-Etienne marque, là, comme Yacine, je me dis si le score reste là, bon après c'est assez logique. Je me suis dit bon bah le titre c'est fini. Et en fait, je me suis dit Paris cette saison, il va peut-être perdre le titre de Ligue 1, mais va peut-être prendre aussi la Ligue des Champions. Donc voilà. Il y a plein de sentiments qui sont mélangés, mais au final, c'est un match de fou. On gagne 3-2, on remonte dans la course. Maintenant, il faut être supporter de l'Olympique Lyonnais le week-end prochain. Voilà. Ouais. On va supporter Olas. Nico, c'est vrai que ça a été très compliqué parce que la première période, on le disait, a été insipide. Hein, pas beaucoup de mouvements, pas beaucoup d'appels, pas beaucoup de propositions des attaquants de devant, même d'animation au milieu de terrain. À part, moi, je trouve Rafinha qui est à mettre à part, qui s'est un peu bougé et qui a essayé de trouver un peu les attaquants entre les lignes et qui s'est bougé un peu. Mais ils sont tombés aussi sur des Stéphanois qui les ont bousculés, qui n'ont pas forcément mis le bus à jouer 11 derrière. Et on le voit par le score, avec l'ouverture du score de Bouanga. Ils ont égalisé les Stéphanois à la 92e. Mais il a fallu des ressources mentales. Et ces ressources mentales, on en parle quand même depuis quelques matchs avec la Ligue des Champions. Et ça fait plaisir de voir que les Parisiens ont aussi du caractère dans ces matchs de Ligue 1 qui avant peut-être les auraient laissés tomber ou en tout cas se seraient contentés du nul, on va dire. Oui, heureusement qu'ils ont du caractère. Après, la dernière. Ça, mais parce que ça paraît banal ma phrase, mais en fait, on l'a jamais vu en Ligue 1, ça, une réaction comme ça, que Paris revienne. En tout cas, la dernière émotion comme ça que moi j'ai vécue en championnat, c'est le coup franc de Cavani à Marseille, quoi. J'avais pas sauté sur un but en Ligue 1 depuis ce moment-là quasiment, parce que hier, j'ai vraiment, pour le coup, j'étais chez mes parents et on a dignement fêté ce but avec mon père. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Après. Je ne suis pas trop d'accord quand tu dis Saint-Etienne a fait un gros match. Moi, j'ai toujours le sentiment que c'est encore le PSG qui était à côté de ses pompes, parce que tu n'as pas de. J'ai pas dit que Saint-Etienne avait fait un gros match. J'ai dit qu'ils n'avaient pas essayé de mettre le bus. Et d'ailleurs, en deuxième période, retour des vestiaires, Claude Puel fait rentrer Denis Bouanga et Kazri pour justement un peu dynamiter l'attaque stéphanoise. Non, c'est pas Kazri, c'est qui? C'est Bouanga et. Il fait rentrer Nordin, je crois, non? Oui, voilà, Arnaud Nordin et Denis Bouanga, voilà. Donc si c'était des changements défensifs, il aurait fait rentrer deux défenseurs. Non, mais oui, mais après Puel, il est comme tous les autres. Il voit bien qu'en face de lui, il a un PSG qui est pas bon. Alors que on connaît ce PSG sans rythme. On peut mettre ça encore une fois sur tous les aspects physiques, l'après Ligue des Champions. Donc tout ça, on en a déjà parlé plein de fois. On va pas recommencer. Donc on peut expliquer ça. Par contre, ce qui est inexplicable pendant 70 minutes, c'est le déchet technique qui est absolument hallucinant. Il y a incapacité de faire des passes. Alors, il y a toujours ce problème de mouvement sans ballon qui fait que le porteur n'a aucune solution. Et puis, non seulement tu n'as pas vraiment de grosse solution de passe, et puis en plus, ils ont tous été mais complètement mauvais. Il y a un nombre de pertes de balles qui est complètement inadmissible pendant toute cette période-là. Et évidemment que Saint-Etienne, dans ce contexte-là, sort un peu le bout de son nez et commence à y croire. Et c'est la moindre des choses. Après, cette réaction d'orgueil sur la fin... je ne sais pas si elle va avoir des enseignements en termes de jeu, parce que comme le dit bien Yacine, c'était n'importe quoi, c'était tout fou, c'était un bordel sans nom, il n'y a pas grand-chose à expliquer rationnellement. Par contre, c'est vrai que mentalement, ce genre de match, ça peut faire une différence sur le sprint final, parce que tu sens hier qu'il y a eu cette révolte collective, cette volonté de rien lâcher, alors que franchement, on n'est pas nombreux à y avoir cru. Et ça, oui, effectivement, ça c'est le gros point positif. C'est vraiment le gros point positif. Après, c'est fort d'y avoir cru, franchement, à 2-2. Alors, c'est parce que même si ils ont ce devoir-là, même s'ils ont, c'est leur boulot hein, quelque part. À 2-2, on prend tous un coup de massue monstrueux parce qu'il reste à ce moment-là
il reste 3 minutes à jouer et ça paraît totalement impossible de réussir une nouvelle fois à inverser la tendance. Surtout que je vous rappelle, le PSG n'avait jamais gagné cette saison en ayant concédé l'ouverture du score. Donc c'est pareil, c'est quand même une statistique qui en dit long sur le mental de cette équipe en Ligue 1. Ça veut quand même dire des choses, tu vois. Ça veut dire que quand cette équipe elle est menée au score, ça part dans tous les sens, ça se déstructure. Et bon, hier, c'est un petit miracle, hein. On va pas se mentir, c'est un petit miracle. Et ça se trouve, c'est ce miracle qui va t'offrir le titre dans un mois et demi. Donc c'est drôle d'après-midi en tout cas. Yacine, s'il y a bien un joueur qui a jamais renoncé et qui a cru pendant ces 90 minutes, même s'il a été un peu brouillon en première période, mais à l'image de l'équipe, c'est Kylian Mbappé, qui a tout fait ou presque en fin de match avec son doublé supersonique. Hein, tu le disais tout à l'heure, tu n'avais même pas le temps de terminer ton tweet qu'il avait déjà marqué, d'ailleurs d'un très bel enchaînement à la surface. Il faut le dire, le petit contrôle et l'ajustement sur Green, et puis le penalty obtenu sur cette passe de Di Maria. Voilà, on voit sa vitesse l'a bien aidé, parce que je pense que Green, normalement l'attaquant, le gardien de Saint-Etienne, a le ballon si c'est pas un attaquant qui va aussi vite qu'Mbappé, mais Mbappé il va tellement vite qu'il la pousse et c'est terminé, et voilà, ça fait penalty. Mais voilà, s'il y a bien un joueur, même on a vu sa rage à la fin du match au coup de sifflet final, Yacine, de Mbappé, qui a montré du caractère et de l'envie et qui n'a jamais renoncé, c'est bien Kylian Mbappé. Ouais, il l'a montré aussi par les mots, c'est-à-dire qu'on l'a vu dans des attitudes où il a parlé, voilà, il n'a pas juste montré par son attitude en courant ou en allant marquer des buts. Il a eu un vrai comportement de leader. Après, ce qu'il y a, c'est que euh, il y a, tu vois, on parle souvent de le joueur qui doit s'économiser, ouais, pas trop défendre, etc. Mais moi, je remarque en fait que plus il est investi dans le match et plus il est bon. L'histoire de dire le mec qui attend le ballon, alors il y a des joueurs qui sont spécialistes de ça, hein, ça, il n'y a pas de problème parce que il y a des attaquants qui ont fait leur carrière comme ça en étant un peu discret et en étant là au bon moment. Mais globalement, en fait, contrairement à l'idée reçue qui veut qu'un joueur s'économise et attende, etc., en fait, plus tu es concerné par le jeu et plus tu es bon. Parce qu'en fait, tu n'as pas de moment où tu décroches. Et comme par hasard, les 10 minutes où Mbappé fait la différence, il revient défendre. Alors à un moment donné, il chauffe avec Amouma sur l'action. Il récupère un ballon, il chauffe avec Amouma, il continue son action. Ah oui, il s'est pas arrêté à se plaindre justement et à gueuler après l'arbitre, il a Et continué, voilà. il a suivi En fait, l'action. voilà, il a été concerné par le jeu, par le fait de gagner, plus que par les extérieurs, etc. Et donc, moi, ça me fait plaisir parce que on a trop tendance à dire, ouais, il faut que le joueur s'économise, il faut que ceci, cela. Non. Alors, je ne vais pas te dire qu'il faut qu'il court pendant 95 minutes non-stop, c'est pas possible. Mais c'est pas vrai de dire, ouais, s'il défend pas, il sera plus frais, etc. Non, plus tu joues, plus tu es concerné, plus tu es concentré, moins tu sors de ton match et plus tu vas être bon. Voilà. Mm. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une attitude qui montre voilà, il a eu envie de prendre les choses en main. D'ailleurs, son attitude sur l'égalisation de Saint-Etienne, elle est marrante parce que je ne sais pas si tu sens qu'il a envie de mal parler, après il s'accroupit. On sent qu'il est dans la retenue parce que Tu peux passer par 50 émotions dans la tête, ouais, ça je pense t'as qu'il envie a. d'insulter ton gardien, etc. Mais tu te Là, dis, il pense à Navas, ouais. Il se dit putain, Navas, il n'est pas là Non, aujourd'hui. mais je te il y a jure, moyen, il y a moyen. il voit l'attitude parce qu'il regarde un peu le banc et il se met accroupi, il fait ses lacets d'un air de. Enfin, il sait pas trop quelle attitude adopter, mais tu sens il est énervé. Bref, voilà, c'est bien parce que c'est aussi dans ces matchs-là que lui va grandir au niveau de la personnalité, au niveau du leadership. Voilà, c'est comme tout le monde, hein. Il y a des phases. Écoute, si c'est des matchs qui lui servent à lui pour se dire, mais je suis capable d'emmener aussi le groupe, je suis capable de prendre les choses en main, je suis capable de devenir un leader, euh, écoute, tant mieux, hein. Mm. 23 buts, Mousse, cette saison en Ligue 1 pour Kylian Mbappé. Alors, c'est pas dans le classement total des buts avec le Paris Saint-Germain, mais Kylian Mbappé est devenu le troisième meilleur buteur de l'histoire du club en Ligue 1, avec 86 buts marqués. Il a dépassé Mustapha Dalek, qui est à 85. Et donc, il ne reste plus que Zlatan Ibrahimovic devant lui à 113 buts et Edinson Cavani à 138. Hein. Je parle bien uniquement en Ligue 1. Mais voilà, c'est dire aussi l'impact qu'a Mbappé dans les stats et dans le jeu du Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai que Mousse, sa rage, c'est accompagné aussi de son talent, parce que là, on parlait de sa personnalité, etc., que c'est des matchs qui devront agrandir, mais aussi voilà, de son talent pour retourner la situation, parce que le contrôle et l'enchaînement technique sur le premier but, c'est magnifique.
Ouais, évidemment. Évidemment, d'abord, il met un super but. Il a quand même une certaine pression pour le penalty parce que voilà, si tu le foires dans la tête, ça peut aller très très vite. Tu peux baisser aussi un peu les bras. Yacine l'a dit tout à l'heure, on le voit, on voit sa réaction quand il y a l'égalisation à 2-2. Tu as presque l'impression que pour lui, il se dit que c'est fini et bah, heureusement, il continue à y croire. Mais c'est quand même un peu ouf de s'extasier sur une victoire du PSG au Parc des Princes face à Saint-Etienne. Ça prouve, Ah, comme c'est on le pour ça disait que- tout à l'heure. Ouais, c'est c'est pour pour ça ça que- que je. Non, non, mais j'ai fini mon propos, tu vas comprendre. Je dis, c'est pour ça que tout à l'heure, on a souligné le fait que cette saison, on a eu très peu d'opportunités de kiffer, en fait. Tellement le PSG, cette saison en Ligue 1, elle n'a pas montré grand-chose en termes de jeu, et même en termes de mental. Yacine l'a dit tout à l'heure, ou Nico, je ne sais plus. Le PSG enfin, à partir du moment où il prenait le premier but, bah, c'était quasiment la défaite assurée. Les stats sont là pour le montrer. Donc, c'est ça qui est ouf. Alors que les saisons précédentes, voilà, quoi, pour nous, c'était un match de Ligue 1 qu'on était quasiment sûr de gagner. Donc, c'est vraiment une saison particulière. Et effectivement, Mbappé, hier, il porte l'équipe. Il porte, footballistiquement parlant, il le porte aussi par son mental. Tu sens que le gars, il n'a jamais baissé les bras. Euh, Tu vois, enfin, pour moi, hier, c'est comme si c'était le capitaine. J'ai l'impression qu'il avait le brassard hier, Mbappé. Tu vois, il était là, il parlait. Donc, non, non, c'est bien pour Mbappé, c'est bien pour le PSG. Après, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Le match, il a commencé à la 75e. Avant, il n'y avait rien. C'était encore un match de Ligue 1 qu'on a pu voir, encore une fois, depuis le début de saison, quoi. Tu vois, où les mecs n'avaient pas trop envie. En plus, ça fait suite à une qualification un peu historique. Tu élimines le meilleur club du monde. Il y a une sorte un peu de décompression. Et puis encore une fois, tu as l'horaire du match à 13h, les mecs sont pas très habitués. Il y a plein de choses qui peuvent expliquer ce non-match. À la finale, on le remporte 3-2. Mbappé, pour moi, c'est évidemment l'homme du match. Parce que, effectivement, Di Maria rentre, Icardi rentre, les deux sont sur les buts. Mais on ne peut pas dire qu'avant ça, leur entrée, enfin, Di Maria, il a perdu un nombre de ballons en peu de temps, quoi. Enfin, aussi, il est rentré quoi, 20 minutes, Di Maria Alors, il y a eu les changements à la 68e minute de jeu, rentrée de Ah, Di voilà. Maria, Verratti et Mauro Icardi. Et c'est vrai que la rentrée de Di Maria a été, avant évidemment qu'ils soient impliqués sur les deux buts, catastrophique. Il perdait tous ses ballons, je crois. Il n'y avait pas une passe qui arrivait au destinataire. Bah ouais, tout ce qu'il a entrepris, il l'a raté, des pertes de balles incompréhensibles. Icardi, je ne l'avais quasiment pas vu avant qu'il te sorte cette tête. Verratti, tu avais l'impression qu'il n'était pas complètement prêt pour rentrer. Et puis voilà, et moi, je trouve qu'hier, vraiment, Mbappé, il n'était pas très bien entouré. Tout à l'heure, tu parlais de Rafinha. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec toi. Je l'ai pas trouvé ouf, Rafinha, hier. Sarabia, pareil. Après, c'est que mon avis, mais moi, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Ouais, je ne les ai pas trouvés extraordinaires. Donc, voilà, hier, Mbappé, vraiment, enfin, je me rappelle quand il parlait de responsabilité, il a pris les siennes hier, tant mieux. C'est de bon augure pour la fin du championnat. Je rappelle qu'on est en course dans 3 compétitions et que ça peut être une saison exceptionnelle si le PSG arrive au bout dans les 3 compétitions. Il y a un chiffre quand même, c'est que Paris a marqué 3 buts sur ses 5 tirs cadrés. Parce qu'ils ont Paris a fait autant de tirs cadrés que Saint-Etienne. Ils ont eu 17 tirs, 5 cadrés, 7 tirs pour Saint-Etienne, 5 cadrés aussi. Donc voilà, c'était le petit chiffre sur le match. Mais Nico, dernière question sur l'ensemble, sur ce qu'on va dire pour la fin de match. Aussi sur Mauro Icardi, un petit mot aussi quand même, parce que donc il est rentré, ça faisait plus d'un mois et demi qu'il était blessé, écarté des terrains avec sa blessure à la cuisse. Son dernier match était le 17 mars et la victoire 3-0 en Coupe de France contre Lille. Et il a quand même marqué le but de la victoire, d'une tête quand même assez belle, la délivrance pour les Parisiens. Ça va lui faire du bien aussi au moral et à la tête parce qu'on a vu beaucoup de gens dire ouais, Icardi faudrait le vendre la saison prochaine. Il y a aussi beaucoup de rumeurs qui annoncent que Icardi va rentrer en Italie ou quitter le Paris Saint-Germain. Et pour lui, en tout cas, dans la tête, après avoir manqué un mois de compétition, c'est bien pour le moral, quoi, la victoire. Oui, non, mais ça reste un buteur exceptionnel. Hier, il touche 7 ballons, il marque, donc il n'y a pas grand-chose à dire sur sa prestation. C'était du Icardi. Après, oui, il va quand même falloir se poser la question de son avenir au PSG, parce que cette année, c'est quand même une année où tu as investi beaucoup d'argent sur lui, où tu en fais le successeur de Cavani à la pointe de ton attaque. À l'arrivée, il a raté 25 matchs, autant que Neymar depuis le début de la saison. C'est beaucoup trop.
c'est beaucoup trop à ce prix-là. Et donc, effectivement, si tu dois dégager un gros salaire l'an prochain pour financer d'autres opérations sur des prolongations ou des achats, évidemment qu'Icardi va être dans la balance parce que ça ne sera pas une bonne saison quoi qu'il arrive. Maintenant, si on est champion de France et que c'est grâce à ce but d'Icardi, bah, il faudra aussi le prendre en compte. Si on gagne la Ligue des Champions avec un but d'Icardi en finale, tout ce qu'on est en train de dire là ne comptera peut-être plus. Donc, c'est une saison tellement particulière pour les joueurs, pour les clubs, pour le football d'une manière générale que c'est assez difficile d'avoir des avis tranchés. Moi, j'aime Icardi, j'aime ce joueur, même s'il il a un côté frustrant parce qu'il participe très peu au jeu. Maintenant, sur les matchs qui comptent qu'il a joué cette année, j'oublie pas sa performance au Camp Nou. Il a été vraiment exceptionnel. J'avais trouvé très très bon. Bon, il a raté les autres gros matchs, mais voilà, pour l'instant, il est là. C'est un très bon joueur. Et hier, en tout cas, moi, il m'a donné des émotions et je suis pas prêt de les oublier, celles-là. Non plus. On aura l'occasion. Juste une petite parenthèse. Mousse disait que c'était qu'on vivait pas ce genre de match, Saint-Etienne, ce genre de scénario, ce genre d'émotion. Ce qui fait aussi la différence, c'est le contexte du championnat. C'est que le match d'hier, avec 20 points d'avance, à l'arrivée, bah, tu vibres pas du tout, tu t'en fous. Là, ce qui est important, c'est que voilà, tu es à 4 journées de la fin, 5 journées de la fin et que le titre, il n'est pas acquis. Donc forcément que ce genre de match, il prend une dimension au niveau des sentiments, au niveau des réactions beaucoup plus important. Il y a ça. Enfin, le contexte actuel de la Ligue 1 fait que tout va être décuplé jusqu'à la fin et que si tu gagnes 1-0 à Metz sur un vieux tir contré de Kurzawa de Bakker, pardon, à la 94e, et bah, tu vas sauter au plafond pareil et pourtant ce sera que Metz en face, tu vois. Bah, évidemment, parce qu'aujourd'hui tout est décuplé. Regarde le but que marque Lille quand ils égalisent vendredi soir contre Montpellier. C'est que le but du 1, regarde comme ils ont fêté ce but, quoi. C'est énorme. C'est tellement important les buts aujourd'hui, les points, et tu te rends compte que c'est dur de prendre des points en ce moment. Donc on va en vivre d'autres des réactions comme ça, des sentiments, je pense. Bon, en tout cas, on aura l'occasion d'en reparler de Mauro Icardi. J'ai fait un mix entre Mousse et Yacine. Yacine Mousse dans d'autres matchs. Donc voilà, on va passer sur le match. Je vais conclure sur cette victoire du Paris Saint-Germain contre Saint-Etienne avec la déclaration de Kylian Mbappé en fin de match. Donc l'attaquant du Paris Saint-Germain qui a déclaré ceci au micro de Canal. On s'est mis un peu dans les problèmes. Quand on mène 2-1 comme ça, on doit garder le score. Mais on n'a pas lâché, on avait envie de gagner. Le championnat est extrêmement important pour nous. C'est un objectif primordial. Ce serait le 10e du club. Et nous, on veut participer à l'histoire du club. On veut gagner, on est des compétiteurs. Les gens pensent que c'est facile de gagner. Mais cette année, ça tombe bien. Il y a une course au titre. Ça montre que ce n'est pas facile ce qu'on a fait ces dernières années. On veut continuer à le faire. Il n'y a pas de secret. Et il faut se donner à fond et gagner tous les matchs. Voilà, belle transition pour conclure sur donc cette victoire du Paris Saint-Germain qui fait la bonne opération de cette 33e journée et recolle à Lille à plus qu'un point d'avance pour le leader lillois. Passons à notre deuxième sujet du jour. Cette fameuse Super League dont on a évidemment beaucoup parlé depuis hier. Et on en a souvent entendu parler ces dernières années, mais ça y est, elle a enfin sorti du bois, elle a enfin vu le jour. Dossier brûlant depuis hier soir qui fait exploser tout le foot européen de tous les côtés. Déclaration de guerre clairement faite par les ténors européens, les 12 grands clubs européens, à l'UEFA et à son modèle de son format de compétition de la Ligue des Champions. Je vais vous lire le communiqué des 12 clubs justement qui lancent le projet. Alors déjà, pour vous dire, les 12 clubs qui participent à ce projet contre l'UEFA et son historique Ligue des Champions. Il y a 6 clubs anglais, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham et Arsenal. 3 clubs italiens, la Juventus, l'Inter et l'AC Milan, et 3 clubs espagnols, le Real Madrid, le FC Barcelone et l'Atlético Madrid, président de la Super League, parce qu'on a eu la composition, un peu l'organigramme de qui va présider Florentino Pérez, étonnamment, et vice-président Joël Glazer, le dirigeant de Manchester United. Donc voilà pour la composition de ce projet porté donc par 12 ténors du foot européen. Je vous lis le communiqué qui a annoncé justement le lancement de la Super League. 12 des clubs européens les plus importants annonce aujourd'hui avoir conclu un accord pour la création d'une nouvelle compétition, la Super League, gouvernée par ses clubs fondateurs, Milan AC, etc. Je vous ai fait la liste. Se sont unis en tant que club fondateur. 3 clubs supplémentaires seront invités à les rejoindre avant le début de la saison inaugurale qui démarrera aussitôt que possible. On parlera des 3 clubs qui pourraient venir supplémentaires, mais on parle du Bayern évidemment, on parle de Dortmund, mais Dortmund, on a appris ce matin qu'ils avaient refusé de participer à cette Super League, et on parle évidemment du PAC, parce qu'il y a apparemment 2 clubs français ils aimeraient que 2 clubs français les rejoignent dans ce projet. Évidemment, on pense au Paris Saint-Germain et à l'Olympique de Marseille. Est-ce que vous voulez que je vous demande votre avis avant, ou je rappelle déjà le format de la compétition? Peut-être je vais rappeler en gros quel est le projet. En gros, c'est leur projet de remplacer un peu l'actuelle Ligue des Champions, enfin en tout cas faire la Ligue des Champions de leur côté. En gros, le modèle que propose cette Super League, il y aurait 20 équipes
avec 15 équipes permanentes, donc déjà tous les clubs que je vous ai cités, évidemment, plus 5 entrées par saison. Il y aurait 2 poules de 10 en format un peu championnat. Ça se jouerait des matchs en semaine, comme la Ligue des Champions un peu actuelle. Et les 4 premiers de ces 2 poules accéderaient au quart de finale avec un format aller-retour. Donc voilà, les matchs se disputeraient en semaine, voilà, avec des clubs qui joueront parce que eux, leur objectif, c'est évidemment de continuer à jouer dans leurs championnats nationaux, mais aussi d'avoir cette compétition à jouer en semaine. La saison démarrerait en août, avec la participation des clubs répartis en 2 groupes de 10. Voilà. Le 4e et le 5e de chaque groupe joueront des barrages pour les 2 derniers tickets de quart de finale, et des playoffs aller-retour sont organisés jusqu'à la finale qui se jouera en match simple, fin mai, sur terrain neutre. Donc c'est un peu quand même le même format qu'avec des champions actuels, mais à la sauce, et en gros entre gros clubs. L'UEFA évidemment a menacé de bannir les 12 clubs rebelles de toute compétition nationale et internationale, et d'empêcher aussi leurs joueurs de jouer avec leur sélection, puisque l'UEFA et la FIFA sont quand même alliés contre ce projet de Super League. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, parce qu'évidemment il y a beaucoup de réactions, on commence à avoir beaucoup d'informations sortir, c'est est-ce que déjà vous êtes pour ou contre ce projet? Vous avez vu un peu le format, je vous l'ai présenté, par rapport au club qui l'ont rejoint. Est-ce que ça vous scandalise? Est-ce que vous êtes plutôt d'accord? Yacine, je commence avec toi. Tout le monde aux abris. C'est évidemment. Mais... Il y a des accessoires ou il n'y a pas parce que... il est pour, Yacine. Journaliste, je vais te poser la question comme ça, Yacine. Mais déjà, alors, je suis contre. Par contre, c'est gentil que les CM2 laissent jouer avec eux 4-5 CM1 tous les ans. C'est super cool, vraiment. Les mecs, ils décident qu'ils vont créer une compétition et puis il y en a 5 qui vont inviter. Ouais, tu rappelles les 5 là? Et l'année prochaine, par contre, vous ne pourrez pas jouer avec nous, on va en appeler 5 autres. Ça, c'est super, c'est généreux de leur part. Évidemment, je suis contre. Mais en fait, je pense que le problème de tout ça, c'est que je suis contre, mais je ne sais pas encore, j'ai un doute, sur l'histoire coup de pression ou pas coup de pression. Si ce n'est pas un coup de pression, en tout cas, je suis à 1000% contre. Parce que c'est tout, sauf le foot que j'ai envie de voir, voilà, où il n'y a aucun mérite, où en même temps, c'est pas illogique parce que finalement, la majorité des clubs anglais, par exemple, qui vont participer à cette Super League, sont dirigés par des Américains biberonnés au sport US avec aucune descente, aucune montée. On achète sa place pour participer à une compétition. Donc, on a que ce qu'on mérite. Maintenant, c'est pas le foot que j'aime, c'est pas le foot que j'ai envie de voir, c'est pas le foot qui se fait au mérite. Donc évidemment que je suis à 1000% contre. Nico, pour ou contre ce projet? Est-ce que, comme le dit Yacine, c'est un peu les puissants en gros qui confisquent le football aux passionnés, etc. Et que en gros, on a l'impression que c'est 10 personnes qui sont réunies autour d'une table et qui décident de l'avenir du football un peu. Ouais, c'est un peu plus compliqué que ça, je pense, que pour ou contre. Moi, la seule chose qui me gêne, c'est que on est en train de reprocher à cette compétition d'aller vers une élite XXL, premium, tout ce que vous voulez, mais c'est déjà ce qui se passe quelque part avec l'UEFA, avec la Ligue des Champions actuelle. C'est que là, on nous parle il y a absence de mérite, on nous parle de ce genre de choses, mais il n'existe déjà plus, Yacine, le mérite quelque part, parce que quand tu regardes aujourd'hui la Ligue des Champions, depuis les réformes successives qui ont été faites, il y a déjà une semi-ligue fermée, il ne faut pas se mentir, les gros clubs sont toujours là. Tout est fait pour qu'ils ne soient pas exclus d'une Ligue des Champions. Alors, ça peut effectivement arriver sur un gros accident industriel, mais c'est tellement rare. C'est tellement rare. Est-ce qu'aujourd'hui, vous imaginez le PSG, le Bayern, le Real, le Barça ne pas réussir à se qualifier par ces compétitions nationales sur une Ligue des Champions? C'est quasi impossible. Donc, en fait, effectivement, là, le quasi impossible va devenir impossible. Donc, effectivement, je comprends que ça puisse gêner. Après, là où je pense qu'il faut discuter, c'est que le vrai sujet, c'est est-ce qu'on veut voir des matchs entre gros clubs toutes les semaines ou est-ce qu'on ne veut pas? Pour moi, c'est ça le vrai débat. Et ça, je peux tout à fait comprendre ce côté, ce qui est rare nous plaît, et qu'effectivement, si on nous propose dès le mois d'août des City-Barça, des Manchester-PSG ou des Juve-Bayern, on peut se lasser de ce genre d'affiche. Ça, je veux bien l'entendre. Après, pour le reste, on est les premiers à critiquer la phase de poule de Ligue des Champions parce que c'est des matchs sans aucun intérêt. Il n'y a plus aucune surprise, il n'y a aucun gros qui est éliminé. On donne juste on donne des petits bouts à manger aux petits clubs en disant voilà, tu participes à 6 matchs de Ligue des Champions, tu vas prendre un petit peu d'argent, un peu de notoriété, puis après tu iras jouer au mieux l'Europa League, au pire tu retourneras dans ton championnat. Donc sur ce côté, les gros clubs favorisés, je trouve que ça ne va pas changer grand-chose.
Après, je ne suis pas d'accord sur la méthode qui est employée aujourd'hui. Effectivement, c'est un putsch. Et surtout, moi, je suis dans l'absolu, je suis pour une compétition de ce style-là. Avec l'élite du football européen, ça ne me choque pas. Par contre, avec d'autres conditions d'accès et surtout avec une vraie discussion avec l'UEFA pour avoir à côté de ça des coupes d'Europe alternatives et qui valorisent les championnats. Aujourd'hui, c'est évidemment pas le cas. On est en train de vraiment faire une scission du football et ça, c'est problématique. Maintenant, je pense, moi, personnellement, quand même que c'est un gros coup de pression parce qu'il y a tellement d'obstacles aujourd'hui de la part des ligues et de la FIFA. Il y a tellement de moyens de pression que j'ai vraiment le sentiment qu'aujourd'hui, on est en train d'installer ça pour pouvoir être en position de force face à l'UEFA et que les discussions dans les prochains jours vont très vite permettre à tout le monde de retrouver ses esprits et puis de remplir un peu plus le portefeuille, tout simplement. Mousse, ton avis sur la question de cette Super League? En fait, déjà, le nerf de la guerre, c'est évidemment l'argent. Après une saison avec le Covid, on se rend compte que tu as beaucoup de clubs comme la Juve et Barcelone notamment qui ont de grosses difficultés financières. Et en fait, quand ils ont vu ce qu'allait devenir la Ligue des Champions à partir de 2024 avec la nouvelle réforme, c'est-à-dire toujours plus de clubs, toujours plus de matchs, donc une répartition moins importante des droits télé, en fait, tout est là. C'est-à-dire que ces gros clubs-là, ils se disent quoi? Ils disent là nous, on perd beaucoup d'argent. Il faut qu'on en récupère le maximum. Donc, on se fait une ligue fermée à 20. Donc, 20 clubs qui vont récupérer un maximum de droits télé parce qu'ils ne passent plus par aucune institution, ni l'UEFA, ni rien. L'argent, ils vont le récolter directement. Et c'est ça le truc. C'est-à-dire que finalement, le football, il passe en deuxième, troisième, quatrième plan. Et tout ce qui intéresse ces clubs-là, c'est comment on va rentabiliser, comment on va remplir les caisses. Et encore une fois, c'est grillé que ces clubs-là, la réforme de la Ligue des Champions qui doit avoir lieu à partir de 2024, ils n'en veulent pas parce qu'encore une fois, il y a trop de clubs, trop de matchs. Et donc, ils ont décidé en catimini, entre eux, sans même, et ça, on en parlait un peu avant d'enregistrer, sans même en parler à leurs supporters. Quand tu vois, par exemple, que les clubs espagnols, le modèle est fondé sur les socios et qu'ils n'ont même pas, ils n'ont même pas communiqué avec leurs supporters. Dans le club anglais, c'est pareil. Les Italiens, c'est exactement la même chose. Donc voilà, tu as le sentiment qu'en fait, tout à l'heure, Yacine, il parlait des Américains et leur modèle de ligue fermée. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs dont les actionnaires majoritaires sont des Américains. Donc voilà, le sport, il passe en arrière-plan. Moi, avec Yacine et sans doute Nico, parce qu'on est un peu plus vieux que toi, Hugo, on a connu la Coupe d'Europe des clubs champions, où là, ça s'arrêtait vraiment aux champions des pays européens, quoi, tu vois. Voilà. Et c'est vrai qu'on parlait de rareté. Tout à l'heure, Nicolas, tu parlais de rareté. Et c'est vrai que ça, c'était quand même bien, tu vois. Alors, je ne suis pas un adepte de c'était mieux avant. Mais quand tu vois l'évolution à partir de la Coupe d'Europe des clubs champions jusqu'à aujourd'hui, tu comprends, voilà, tu as des pays qui ont le droit à inscrire 4 clubs, d'autres 3, d'autres 2. Tu ne comprends pas très bien comment ça se passe. Donc voilà, encore une fois, pour moi, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Tu verras plus si vraiment ça se fait, tu verras plus de petits clubs créer des exploits comme l'Atalanta il y a ces 2-3 dernières années. Tu verras plus des finales de ouf comme il y a pu y avoir entre Manchester et le Bayern dans les années 90 ou comme le fameux Liverpool-Milan avec un retournement de situation. Il y a toutes ces émotions en fait que tu vas perdre. Alors, pourquoi, Mousse, tu perds tes émotions? Je comprends pas, Mousse. Pourquoi tu les perdrais? Parce que comme l'a dit Yacine tout à l'heure, il n'y a plus de mérite en fait. C'est-à-dire qu'un club comme l'Atalanta, tu vois, un petit club comme l'Atalanta qui a un petit budget, qui n'a pas des joueurs, qui n'a pas de stars dans son effectif, qui a un entraîneur qui n'est pas une grosse star parmi les entraîneurs, ils se sont battus pour se qualifier en Ligue des Champions et pour pouvoir affronter les meilleurs clubs. Si tu mets en place cette Super League, du coup, ton championnat, qu'est-ce qui devient? Tu te bats pour quoi en fait? Pour faire une sorte la Ligue des Champions, si la Super League elle finit par exister. Donc la Ligue des Champions, ça va devenir une sorte de Ligue Europa, de deuxième division de la Super League avec des clubs moins. Ça n'aura aucun intérêt en fait. Et même les championnats domestiques n'auront plus aucun intérêt parce que quand tu regardes ton championnat et quand tu suis ton club, c'est pour savoir à la fin de saison à quelle place il va terminer. Est-ce qu'il va réussir à se qualifier pour la Ligue des Champions pour pouvoir affronter les meilleurs? C'est dans ce sens-là que je dis ça. Et c'est vrai que ça perd. Après, je suis un peu d'accord avec toi, Nico, aussi, sur le fait que, évidemment, que de voir les meilleurs clubs s'affronter,
c'est quelque chose de terrible, de très bien, ok. Mais le fait que ce soit fermé et qu'il n'y a aucun mérite d'y participer, c'est là où moi ça me gêne. Donc voilà, je sais pas quoi trop penser en fait. Alors évidemment que si elle a lieu, on va pas faire les hypocrites. Hein. Évidemment qu'on va la regarder et que sans doute qu'on va l'apprécier. Mais encore une fois, que vont devenir les championnats européens? Voilà. Enfin, parce que les droits télé vont considérablement baisser. C'est la Super League qui va quasiment tout rafler. Voilà. Enfin, je veux dire, il y a plein de questions qui se posent autour de ça. Je rappelle, hein, en gros, les règles qui seraient établies sur ce nouveau format de compétition. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le reprécise pour ceux qui n'avaient pas compris. Il y aurait donc 20 clubs participants avec 15 clubs fondateurs, déjà avec les 12 équipes que je vais citer, plus 3 qui viendraient compléter la bande, et 5 équipes additionnelles qualifiées chaque année à travers un système basé sur leur performance de la saison précédente. Les matchs se disputeront en semaine, avec des clubs qui continueront de jouer dans leurs championnats nationaux pour préserver le calendrier traditionnel des matchs qui reste au cœur de la vie des clubs. En gros, c'est ça l'idée, mais surtout, c'est ça dont vous parlez depuis tout à l'heure, c'est en gros plus de matchs à jouer entre gros, donc plus de revenus d'argent pour les mêmes clubs, des grosses affiches, possibilité, parce que là, c'est ça qu'il faut dire, c'est que c'est l'UEFA qui gère la Ligue des Champions. Là, ça serait les clubs qui gèrent leur propre compétition eux-mêmes, donc décider par exemple de mettre un match de Super League à 13h pour le marché asiatique, de délocaliser un match aux États-Unis, au Qatar. Et en gros, il y a un chiffre qui est sorti un peu. Le montant des gains estimés pour cette nouvelle compétition, ça serait de 5 milliards d'euros à partager entre les 20 clubs, contre 2,4 milliards d'euros pour la C1 actuelle. Donc, c'est ça aussi l'enjeu. C'est pourquoi. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est vraiment qu'une question d'argent et essayer d'éliminer le plus de clubs possible pour se retrouver en comité restreint et se partager les gains immenses que va générer cette Super League. Et on a appris ce matin, je ne sais pas si c'est officiel, que la banque américaine JP Morgan était prête à financer cette Super League. Donc, tu vois, tu sais où on va. C'est le profit à tout prix et on va laisser mourir les petits clubs parce que la Champions League, elle n'aura plus aucun intérêt. Si tu fais une Champions League sans les grosses équipes, mais qui va la regarder? Qui va regarder Everton contre Rennes, Stuttgart contre je sais pas moi, le Betis Séville, tu vois? C'est déjà la Ligue Europa. Mais est-ce que la Ligue Europa marche en termes d'audience? Moi, je crois pas. Ça marche peut-être à partir des demi, quand il y a et encore, c'est souvent les clubs qui sont éliminés de la Ligue des Champions qui sont reversés, qui arrivent à faire un bon parcours. Mais qui va regarder cette Champions League sans les gros clubs? Plus personne. C'est pour ça que je te dis que on va vers la fin de tout là en fait. Tu vois. Yacine, justement, par rapport à tout ça, le fait qu'il y aurait évidemment, ce serait les clubs qui géreraient eux-mêmes leur propre compétition, décider du format, des matchs à jouer, etc. C'est sûr que ça pose question. Alors pour l'instant, en plus, le PSG et le Bayern n'ont pas décidé de rejoindre ce projet. Hein. Alors en cause aussi parce qu'ils sont proches de l'UEFA, aussi parce que le beIN Sport qui est détenu par QSI va diffuser la prochaine Ligue des Champions. Il y a la Coupe du Monde au Qatar en 2022 qui est organisée par la FIFA. Donc Yacine, c'est vrai que tout ça vient se mélanger. Pour parler aussi un peu du Paris Saint-Germain, pour l'instant, officiellement, ils n'ont pas pris parti de rejoindre cette Super League. Ouais, ça a fait plaisir à du monde. Maintenant, moi, j'attends de voir la vraie position parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de politique là-dedans. Hier soir, dans la nuit, il y a eu euh, quelques infos qui sont sorties, en tout cas une rumeur comme quoi le Bayern aurait finalement accepté. Donc, bon, tout ça, évidemment, il n'y a pas assez d'infos aujourd'hui pour aller plus loin et dire effectivement le PSG a cette position ferme par rapport à tout ça. Je pense qu'ils sont aussi obligés d'avoir une certaine position par rapport à l'UEFA, à la FIFA. Oui, effectivement, je pense qu'il y a une chose, c'est que la FIFA et l'UEFA, c'est vrai, se sont gavés. Il y a beaucoup de gens qui croquent euh, sur le dos des clubs, entre guillemets, ou des pays. Voilà, quand on voit la FIFA, ce que ça brasse sur une Coupe du Monde, ce qui est reversé, bon, on peut toujours se dire il y a quelque part quelque chose d'illogique, parce que ce sont les joueurs, les nations ou les clubs pour l'UEFA qui font tourner la machine, et c'est eux qui récupèrent le moins. Ça, je l'entends. Maintenant, moi, l'histoire du mérite, le premier truc, c'est que, effectivement, ce que dit Nico, c'est pas faux dans le sens où aujourd'hui, la Ligue des Champions, tu as déjà pratiquement euh, sur 32 clubs, tu en as 24, effectivement, que tu retrouves à peu près tous les ans. Sauf que cette année, Porto élimine la Juve. Ce sera plus possible.
La Juve, en fait, ils se disent quoi? Nous, on veut plus se faire éliminer par Porto. Nous, on veut être entre nous, prendre le maximum d'oseille. Et entre guillemets, si on doit se faire éliminer, ça doit être par le Bayern, le Real ou le Barça. Porto, ça n'existe pas. Donc, non, on n'en veut pas. Quand Rennes fait. Alors, je peux tout me dire après, on s'en fout de l'explication, tu vois. Mais on va partir du principe que Rennes a fini 3e du championnat. Parce que tu as des clubs comme Lyon, comme Monaco, etc., qui n'ont pas été au rendez-vous. Eh bien, tant mieux pour Rennes, tant pis pour les autres. Vous avez qu'à bien travailler, vous reviendrez. Là, on va vers un football où, en fait, ces clubs-là, là, la Juve et tout, ils vont pouvoir acheter qui ils veulent. Ils vont pouvoir se tromper comme ils veulent. Ils vont pouvoir, euh, comment dire, comment, tu sais, s'auto-gérer sans compter sur personne. C'est-à-dire que on a l'impression que maintenant, il y aura un football avec eux et un football avec les autres. Et du coup, Yacine, Ouais, il se c'est des débarrasse invitations. par. Et du coup, je te coupe 2 minutes, mais il se débarrasse par l'occasion du fair play financier, qui est dicté sûr. par l'UEFA. Donc, eux, là-dessus, c'est pareil. Non, non, parce que tu as vu, ils ont déjà parlé d'instaurer une sorte de salary cap par rapport à tes bénéfices ou par rapport à tes pertes. Non, ils ont prévu quand même que Alors, je ne sais pas ce que ça va valoir, je ne sais pas comment ça va être compte. Je suis d'accord. Mais en tout cas, ils ont quand même évoqué ce sujet en disant on va quand même pas non plus laisser la porte ouverte à n'importe quoi. Après, est-ce que ce sera le cas ou pas, je ne sais pas. Mais... Nico, on est d'accord que le fair play financier, ça a emmerdé tous les grands clubs. Donc, maintenant qu'ils sont débarrassés, entre guillemets, de l'UEFA, ils ne vont pas remettre un système comme ça. Même s'ils le font, ça sera certainement à leur avantage. Et vu les gains vu les bénéfices qu'ils vont pouvoir faire, vu qu'il y a un nombre restreint de clubs, comme l'a dit Yacine, ils vont pouvoir acheter les meilleurs joueurs, ils vont pouvoir piller tous les championnats tranquillement et offrir quand même de très gros salaires. Je te redonne la parole, Yacine, désolé. Juste, comme j'aime bien faire des parallèles, mais pour moi, c'est exactement la même chose. C'est comme si je te dis, toi, tu fais des études, au moment de passer ton bac, eh ben, toi, tu vas bosser, tu vas travailler pour essayer d'avoir la meilleure note. Et en fait, il y a un mec, ses parents, eux, ils connaissent du monde, ils ont de l'oseille. Il est là, il a 9,5 au bac, et ben, on lui donne quand même son bac. Et à la fin, on lui dit même, toi, tu peux aller dans la grande école là-bas. Par contre, toi qui as bossé, eh ben, tu sais quoi? Va faire un BTS action commerciale, va faire un BTS, je sais pas quoi, tourisme. Nous fais pas chier, rentre pas dans la cour des grands, c'est pas pour toi ici. Voilà. Mais c'est quoi ça? Parce que Alors, quand même, parce que quand on regarde vraiment, ouais, je te laisse répondre, Nico, mais il y a des clubs, par exemple, comme Arsenal, qui sont évidemment dans ce projet de Super League, ils sont 9e au classement. Bon, Liverpool, c'est exceptionnel cette saison, mais ils sont Ils sont 6e. pas 9e, ils n'existent plus depuis. Voilà. Liverpool, Arsenal, c'est un club qui n'est plus du tout dans ses joutes européennes, on va dire, à se qualifier pour la Ligue des Champions tous les ans. Ils disputent principalement la Ligue Europa, comme Manchester United aussi, qui est en Ligue Europa cette saison. Donc c'est vrai que c'est ça aussi qui pose question, c'est en gros de faire un championnat, compétition fermée où on est sûr de jamais être dérangé et de jamais être qualifié tous les ans pour cette compétition. Nico. De toute façon, tu as deux genres de clubs qui sont dans ce projet. Tu as ceux qui, effectivement, sont habitués à la Ligue des Champions, à faire des gros parcours et qui voient le moyen de gagner beaucoup plus d'argent que ce qu'ils gagnent actuellement. Et puis, tu as les clubs de seconde zone européenne, comme est devenu aujourd'hui Arsenal, qui n'existe plus du tout sur cet échiquier européen et qui raccroche le wagon en courant. Ça me fait un peu penser à Piqué qui essaie de rattraper Mbappé. C'est la même image, quoi. Tu as Arsenal en train d'essayer de rattraper le wagon en disant putain, ça y est, on va retrouver l'élite européenne alors qu'on est on est vraiment devenus des tocards. C'est formidable pour nous. Maintenant, je ne veux pas qu'on croie que je suis complètement pour ce projet de Ligue européenne encore, parce qu'encore une fois, je suis d'accord avec vous, il y a plein de trucs qui ne vont pas. C'est peut-être pour ça aussi qu'on pourrait, notamment dans la désignation des participants, c'est effectivement, comme le dit très bien Yacine, c'est qu'il y a une grosse injustice. On peut peut-être imaginer un compromis avec, par exemple, un classement sur les 5 dernières saisons. Et effectivement, tu t'imaginerais, par exemple, que les 12 ou 15 premiers de ce classement sont qualifiés pour cette compétition annuelle et que 5 autres équipes seraient qualifiées par rapport à leur classement en championnat respectif. Enfin, on peut imaginer d'autres possibilités d'accession. Mais c'est vrai que là, dans le projet tel qu'il a été présenté aujourd'hui, il y a un entre-soi qui retire complètement, effectivement, tout mérite sportif. Parce que même, c'est pareil, tu vois, comme tu vois que Tottenham est inscrit dans le projet, tu m'expliques en quoi aujourd'hui Tottenham fait partie de l'élite européenne. On peut aussi parler des... Oui, excuse-moi, vas-y. Parce que l'info, apparemment, vient de tomber. Donc, Mourinho aurait été viré de Tottenham parce qu'il a refusé ce matin d'emmener ses joueurs sur le terrain d'entraînement justement pour protester. Alors, on peut tout dire avec Mourinho, mais pour protester contre le choix des dirigeants de Tottenham de participer à la Super League.
Ouais, Alors, ça- Ça peut être de la a priori, com, il y a pas de problème. ça vient d'un site parodique, j'ai vu ça aussi, hein. Ah bon? Attention à prendre avec des pincettes, hein. Il y a les deux. non, ouais, faire attention, parce qu'il Ouais, ouais. il y a pas mal de trucs qui sortent depuis hier, mais j'ai vu aussi l'info comme quoi Jürgen Klopp serait pas du tout pour cette Super League et donc poserait sa démission en cas de si vraiment Liverpool rejoint cette Super League. Donc, il faudra faire le tri un peu de tout ça. Évidemment, ça va se décanter, mais De toute façon, aujourd'hui, ce qui va être important de voir, c'est déjà, comme je vous le disais tout à l'heure, la réaction des ligues de la FIFA. Mm. Moi, je ne peux pas imaginer une seule seconde que les clubs anglais, notamment, s'engagent dans un projet comme cette Super Ligue européenne s'ils ne sont plus autorisés à jouer en Première Ligue. Pour moi, c'est inconcevable. Ah Je oui. je n'y crois pas une seule seconde. Je n'y crois pas une seule seconde, mais vraiment, pour moi, ça tuerait dans l'œuf ce projet. Après, même chose. Alors, même si on sait que ce ne sont pas les joueurs aujourd'hui qui ont le pouvoir dans le football mondial, mais si demain aussi la FIFA a l'autorisation et peut légalement interdire à tout joueur de la Super League d'être sélectionnable dans son pays, c'est pareil. Je ne vois pas aujourd'hui des joueurs prendre le risque d'être privés de Coupe du Monde, parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut sur les mercenaires, sur l'argent, ils sont là pour prendre les chèques. Je peux quand même vous assurer que tous ces grands joueurs, jouer une Coupe du Monde, ça veut dire quelque chose pour eux et jouer pour leur pays également. Donc c'est quand même deux arguments aujourd'hui qu'il va falloir prendre en compte dans ces discussions, parce que si vraiment effectivement il y a ces pouvoirs de persuasion, ça me paraît impossible aujourd'hui que cette Super League voit le jour. Ça me paraîtrait... Parce que qu'est-ce que tu fais? Imagine Liverpool qui joue la Super League européenne mais qui ne peut plus jouer en Première Ligue. Donc le mercredi, ils ont un match contre le Bayern et le reste du temps, ils vont faire quoi ces clubs-là? Bah oui, c'est ça la question. Ouais. Donc, tu vois, c'est pour ça qu'on est loin, à mon avis, du dénouement de cette histoire, parce qu'il y a tellement de zones d'ombre aujourd'hui que il va vraiment falloir clarifier tout ça, qu'il va y avoir des discussions. Mais ce côté, on va exclure les clubs de leur championnat, c'est une arme de destruction massive pour ce projet, parce que tu peux pas. Alors oui, peut-être que des clubs, certains s'en foutent du championnat, mais encore une fois, l'exemple des clubs anglais pour moi est très parlant. La Première Ligue, c'est même plus important que la Coupe d'Europe pour eux. Donc, Non, la question se pose aussi pour les Espagnols et les Italiens qui semblent aussi très attachés à leur championnat. Sauf la Juve. De toute façon, c'est pas aujourd'hui dans ce projet. Aujourd'hui, tu as la Juve avec Agnelli qui, alors lui, pour le coup, est le pire de tous des présidents actuels. Donc lui, effectivement, je pense qu'il est capable de tout. Si demain, on lui explique qu'il va jouer tous les matchs de la Juve à Miami parce que c'est là-bas où il y a plus d'argent, lui, il va y aller direct. Mais après, tu as quand même des clubs, toi, regarde le Barça, le Real, c'est quand même des clubs qui sont très attachés à la Liga, qui ont une histoire avec leur championnat. Demain, tu leur dis, le Barça ne joue plus la Liga. Imagine le séisme en Espagne. Ça me paraît gros, franchement. Tout à l'heure, tu parlais de coup de pression, Nico. Le coup de pression, il a commencé au moment où les mecs ont démissionné de l'ECA. Comme ils ont tous démissionné, c'est là le premier coup de pression. Pour dire à l'UEFA, c'est pas des conneries, on est sérieux, on va créer notre Super League. Mais moi, je pense qu'ils vont se mettre autour d'une table. C'est pas possible, comme tu le dis. Parce que, OK, tu participes à la Super League. Donc, de facto, l'UEFA t'exclut de ton propre championnat. Tu ne peux plus concourir dans ton championnat national. Donc, tu l'as dit. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais un match par semaine et t'attends. Enfin, tu fais 20-25 matchs dans la saison et le reste, c'est quoi? Les championnats, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Tous ceux qui ont été exclus, ils vont être remplacés par des petits clubs. Les 5 qui sont invités chaque saison. Donc, eux aussi, ce seront des nouveaux participants à la Super League. Donc, de facto, ils se feront exclure à nouveau, eux, de leur propre championnat. Mais c'est un bordel sans nom. C'est la formule telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle nous est expliquée aujourd'hui, mais c'est quasiment impossible. C'est impossible à mettre en place, surtout d'ici au mois d'août, si j'ai bien compris, parce qu'ils veulent commencer assez rapidement. Je ne vois pas comment ils peuvent mettre ça en place avec les exclusions. Là, il y aura le championnat d'Europe qui va démarrer cet été. Comment tu fais? Donc, tous ceux qui participent ne pourront pas jouer le championnat d'Europe des Nations cet été? Non, et puis même, tu sais, excuse-moi, Hugo, tu as aussi un problème financier tout bête, c'est que c'est bien beau de dire tu as des clubs invités, mais imagine qu'une année, tu as Lyon qui est invité. Ok, donc Lyon va se faire une année de Super League. Donc il va falloir investir si tu veux exister dans cette compétition. Tu ne viens pas avec un effectif de seconde zone, donc tu vas devoir acheter des joueurs. Et l'année suivante, tu n'es plus qualifié pour cette. Donc tu fais quoi de ces joueurs-là? Tu ne peux plus les payer, tu vois, c'est. Et entre-temps, tu t'es fait exclure. Hein. Entre-temps, tu t'es fait exclure de ton championnat, tu vois. Donc tu reviens, comment tu fais? Là où il y a un vrai danger, c'est est-ce que maintenant, là aujourd'hui, il y a des menaces effectivement d'exclusion de la part de l'UEFA et des différentes ligues nationales. Maintenant, le vrai danger, si jamais il doit y en avoir un, c'est est-ce qu'aujourd'hui, la Liga, devant le fait accompli que le Barça et le Real vont effectivement jouer la Ligue européenne, est-ce que cette structure peut se permettre de perdre ces deux grands clubs, peut les exclure? Parce que la dévaluation financière sur le produit Liga, il serait monstrueux.
ça aurait un impact sur absolument toute l'économie du football espagnol. Est-ce que, devant le fait accompli, ces ligues vont effectivement prendre ce risque? C'est un vrai danger. Par contre, si c'est l'UEFA qui effectivement l'impose, et je ne sais pas si c'est possible, je ne crois pas, mais si ça c'est possible, tu vois, il y a tellement de zones d'ombre sur tout ça que d'un côté ça paraît improbable, de l'autre il y a des vrais dangers, des vraies menaces, mais aujourd'hui, je trouve quand même que la tendance c'est quand même d'aller dire ça va discuter, et puis de toute façon ça fait 15 ans que la Super League, les clubs l'agitent pour dès qu'ils veulent de l'argent, on agite ce mythe de la Super League. Aujourd'hui ça a été plus loin que d'habitude, ça c'est clair. Mais j'ai vraiment le sentiment au fond de moi que de facto, le résultat sera le même, à savoir gros coup de pression sur l'UEFA, qui va devoir céder aux gros clubs encore plus, c'est-à-dire qu'on va encore leur donner plus de part du gâteau, et à l'arrivée, ça va se régler par une tape dans la main et un gros chèque. Je pense, c'est mon point de vue en tout cas. En tout cas, il y a une levée de bouclier de la presse, en tout cas, hein, qui est toute la presse européenne. On a fait ça en disant qu'ils contestaient un peu ce projet de Super League. Il y a des associations de supporters également, des clubs justement qui vont y participer, qui protestent contre ça, les fans, d'anciens joueurs, et notamment un ancien joueur de Manchester United, Gary Neville, parce que je vais vous donner quand même une réaction parmi tant d'autres, mais qui a été pas mal relayée hier, celle donc de l'ancien joueur de Manchester United, Gary Neville, qui s'est insurgé contre le projet donc de Super League, avec un certain nombre de clubs anglais donc impliqués, il y en aurait 6. Et je vous donne la déclaration de Gary Neville, et Yacine, je te ferai réagir dessus, parce qu'elle montre aussi en gros un peu ce que pensent les supporters, et surtout des joueurs qui ont joué dans ces clubs-là, justement, qui feraient partie de cette Super League. Je vous cite Gary Neville. Je suis un supporter de Manchester United et je l'ai été pendant 40 ans de ma vie, mais là, je dois dire que je suis dégoûté, vraiment dégoûté par Manchester United et Liverpool. Liverpool, ils prétendent que vous ne marcherez jamais seul, les supporters, les gens du club, etc. Manchester United est né grâce à des travailleurs de la région et ils font participer ce club à une ligue sans compétition dont ils ne peuvent pas être relégués. C'est une honte absolue. Et honnêtement, nous devons récupérer le pouvoir dans ce pays au club du haut de tableau et cela inclut mon club. Manchester United et Arsenal ne participent même pas à la Ligue des Champions cette année et pourtant, l'un comme l'autre voudrait s'attribuer le droit de participer indéfiniment à l'équivalent de la plus prestigieuse compétition européenne. Ils sont ridicules et honnêtement, le temps est venu que des régulateurs indépendants empêchent ces clubs d'avoir le pouvoir. Ce sont des imposteurs et les propriétaires de Liverpool, Chelsea, Manchester City n'ont rien à voir avec le football de ce pays. Il y a 109 ans d'histoire dans ce pays de fans qui ont vécu et aimé ces clubs et ils doivent être protégés. Yacine, c'est aussi ça aussi le message des supporters et relayé par un joueur comme Gary Neville, on le voit depuis hier, la levée de bouclier des supporters qui n'adhèrent pas du tout à ce projet de Super League. De toute façon, moi je pense que s'il y a une catégorie dans le football qui peut, entre guillemets, sauver ce qui peut être sauvé, bah, en fait, c'est que les supporters. Parce que c'est eux finalement qui donnent la notoriété au club, c'est eux qui donnent la valorisation au club. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des clubs comme le Real, comme le Barça, comme le PSG, s'ils arrivent à attirer autant de sponsors, etc., c'est parce qu'ils sont suivis. C'est les réseaux sociaux, c'est la vente de maillots, etc. Si demain, les supporters disent on boycotte tout, on n'achète plus de maillots, on rend nos abonnements, ils peuvent monter leur Super League de la Super League et même créer une Super League. Il n'y aura personne, il n'y aura pas d'oseille. Hein. Il n'y a pas de télé qui va mettre 3 milliards dans une compétition que personne ne regarde. Donc, oui, il n'y a que les supporters qui peuvent le faire. Évidemment, comme d'habitude, quand des mecs comme Neville et d'autres anciens parleront de ça, on leur dira « Ouais, vous êtes des anciens, vous êtes aigris. » Et on les ramènera même parfois à l'argent en leur disant « Ah, parce que vous n'avez pas pu gagner autant d'oseille, parce qu'ils vont se gaver les joueurs aujourd'hui, etc. » Donc, il y aura toujours ce côté-là. Et finalement, tu vois, le seul truc qui me rassure un petit peu, c'est que malgré tout, j'ai pensé, alors sûrement parce que je suis un vieux con, que les jeunes seraient plutôt pour cette... On entend beaucoup aujourd'hui les fameux faut vendre 15 minutes de match parce que les jeunes aujourd'hui ne suivent plus le foot comme avant. C'est Agnelli qui a proposé ça, le président de la Juve, de vendre les 15 dernières minutes d'un match, en gros, un abonnement en fait pour les 15 dernières minutes. Au PSG Saint-Etienne, ça valait le coup. Hein. Ouais. Le problème, c'est que si tu as le droit qu'à 15 minutes, tu choisis lesquelles. Si tu choisis les 15 premières pour voir, t'es mort. Hein. Non, mais surtout que si tu choisis les 15 dernières et qu'il y a déjà 3-0 à la mi-temps, c'est ça. Aussi. Si tu prends les 15 dernières de Strasbourg-PSG, par exemple, t'es bien. Bref. Donc, en fait, tu te dis, est-ce qu'ils cherchent à renouveler le football parce que les jeunes aujourd'hui, ceci, cela. Et finalement, tu te rends compte en regardant un peu, alors encore une fois, c'est pas la majorité, mais tu le vois,
Bon, il y a beaucoup de jeunes sur les réseaux qui sont aussi contre ça. Donc, c'est pas qu'une question de génération. C'est une question de ce que le football nous a offert comme émotion, nous a offert comme histoire, justement, comme valeur de mérite, de travail. Voilà, quand tu vois un club comme l'Atalanta qui travaille bien et qui se retrouve à faire quart de finale de Ligue des Champions, huitième de finale de Ligue des Champions, qui sort des poules alors que c'est un club il y a 5 ans qui, entre guillemets, hein, c'est toujours à l'échelle européenne, n'existait pas. Tu te dis, bah, c'est ça. Ils sont actuellement 3e de Serie A et devant la Juventus qui est 4e. Voilà, c'est ça le travail et le mérite. C'est ça que tu as envie de voir. Comme je le disais, Rennes, on peut dire ce qu'on veut, le championnat était arrêté et tout. Rennes, une année, finissent 3e, ils méritent d'aller en Ligue des Champions parce que ça fait 2 ans qu'ils travaillent bien ou que c'est cohérent. Et ben, tant mieux pour eux. Voilà. Maintenant, si c'est juste acheter son droit d'accès, moi, je rejoins Neville, mais le problème, c'est que Neville, on va nous dire, ouais, c'est les anciens combattants, le football à l'ancienne, comme a dit Mousse et comme a dit Riolo hier dans l'after. À ce moment-là, revenons carrément à la Coupe de l'UEFA, la Coupe des Coupes et la Coupe des Champions. Parce que, pour ceux qui n'ont pas connu, la Coupe de l'UEFA à l'époque, c'était costaud. C'était le 2e, 3e et 4e de tous les gros championnats. Donc voilà, après... Mousse. Ouais, non, moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est quid des joueurs actuels? Tu vois, qu'est-ce que pensent les joueurs actuels du Barça, de Manchester, de l'Inter, du Milan? Est-ce que ça peut aussi venir d'eux? Parce que sans les joueurs, il n'y a pas de compétition. Est-ce que c'est possible de se dire les joueurs vont prendre le sujet, se l'accaparer et se dire non, nous on est contre ça, nous on veut pas d'une ligue fermée, nous on veut le modèle où c'est au mérite, où chacun se bat dans son championnat pour accéder à une place de Ligue des Champions, au titre enfin, le titre de champion pour être qualifié directement, plus les 2 ou 3 autres en fonction du championnat. Est-ce que la solution, elle peut aussi venir des joueurs? C'est ça la question aussi. Ou bien les joueurs n'ont absolument rien à dire et ils sont obligés de suivre la décision de leur club. Parce que là, aujourd'hui, c'est tout frais. On a beaucoup de témoignages d'anciens coachs, d'anciens joueurs qui ne sont plus en activité, mais les joueurs aujourd'hui, est-ce que ça peut venir d'eux? C'est ça, moi, tout de suite, je me suis posé la question, c'est que vont penser les joueurs? Alors évidemment, qu'un joueur, il veut toujours jouer contre les meilleurs. Mbappé le dit souvent, s'il fait aussi ce sport, c'est pour pouvoir se confronter aux meilleurs. Mais moi, j'aimerais bien savoir aujourd'hui, les joueurs, s'ils sont pour. Alors évidemment qu'il y aura une grosse manne financière, on en a déjà parlé, et que c'est les premiers qui vont en bénéficier. Mais aujourd'hui, ils gagnent déjà très très bien leur vie. Et je ne veux pas vous rappeler les salaires de Neymar, d'Mbappé, de Bruyne, de tout ce que tu veux, de Messi. Moi, c'est la question que je me pose. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne sais pas si les joueurs aujourd'hui sont pour ce modèle-là ou veulent conserver quand même malgré tout le modèle qu'on a toujours connu, quoi. Il y avait une déclaration en 2017 de Karim Benzema justement à ce sujet. Il était interrogé par SoFoot un peu sur l'approche NBA un peu que est en train de préparer les gros clubs. Et donc il répondait que maintenant, on lui parlait souvent le foot à travers des statistiques, etc. Et Karim Benzema répondait, ça date de 2017, hein, oui, c'est du basket. On se rapproche de la NBA. Je pense même qu'ils vont créer une nouvelle ligue. On ne regarde plus ce qui se passe sur le terrain, mais c'est aussi parce que c'est ce qu'on fait voir aux gens. Il n'y a plus d'amour pour le foot. Quand tu regardes un match à la télé ou une émission, on ne parle que de statistiques, on ne parle pas de foot. C'est la vision extérieure. Après, dans les équipes, on parle football, il y a des séances vidéo, heureusement. Mais déjà, voilà, tu parlais d'opinion de joueurs, Mousse. Un joueur comme Benzema, mais évidemment, c'est leurs propriétaires qui payent leur salaire, etc. Donc peut-être qu'ils le penseront, mais qu'ils n'oseront rien dire. Mais il y a des joueurs, je pense, qui sont contre ce projet de réforme. Nico, et puis on terminera là-dessus, parce qu'évidemment, on aura l'occasion d'en reparler, il va y avoir des évolutions, etc. Les joueurs auront leur mot à dire, mais pas tous, évidemment. Je prends l'exemple du PSG. Si demain Gay dit qu'il est contre la Super League européenne et que le PSG y est inscrit, bah Gay, il fera ses balises. Par contre, c'est des joueurs comme Neymar, comme Mbappé, comme Messi, même si il est en fin de carrière, les Ronaldo, les Lewandowski, c'est toutes ces têtes d'affiche du football mondial qui vont avoir leur mot à dire. Et derrière eux, si effectivement il y a un mouvement de joueurs qui s'oppose à ce projet, ils doivent emmener derrière eux l'ensemble des joueurs et puis ça aura effectivement un point important. Après, moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je pense que les joueurs sont très attachés à jouer avec leur pays. Le côté, encore une fois, gagnent beaucoup d'argent, ils ne pensent qu'à ça. Moi, oui, c'est effectivement des joueurs qui gagnent bien leur vie, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, la perspective de gagner, au lieu de gagner 30, de gagner 50, ça va changer grand-chose dans leur vision du football, de leur vision en tout cas. C'est sûr que si demain
Si demain, moi, je propose à Yacine de gagner 50 000 euros par mois pour aller entraîner les jeunes de l'OM, je pense qu'il va se dire, ça va peut-être changer ma vie, 50 000 euros par mois, je vais peut-être y aller. Par contre, si Yacine, il a un salaire actuel, admettons, je sais pas, de 80 000 euros par mois et que je lui propose 120 000, il va me dire, bah, t'es gentil, mais pour 40 000 de plus, ça va pas changer ma vie. Et les joueurs, c'est un peu ce qui va se passer aujourd'hui, les grands joueurs. Un Neymar, effectivement, tu lui dis, tu vas gagner 60 millions par an en Super Ligue européenne, ça va lui changer quoi, franchement? Il gagne déjà 35 par an. Ça va changer quoi à sa vie? Il va gagner 25 millions de plus. Qu'est-ce que ça va changer? Il va rien s'acheter de plus, il a déjà tout. Donc, tu vois, je ne pense pas que l'aspect financier aujourd'hui soit à même de convaincre les joueurs. Les clubs, oui, ça c'est évident. Par contre, les joueurs, je pense que c'est pas ça. Les joueurs, ça va vraiment être le projet en lui-même. Est-ce que les joueurs sont attachés au championnat? Oui. Est-ce qu'ils sont attachés aux équipes nationales? Oui. Est-ce que la Ligue des Champions aujourd'hui, elle a à leurs yeux une valeur? Parce que la marque Ligue des Champions, n'oublions pas, mais c'est quand même une marque très très forte aujourd'hui. Aujourd'hui, tu ne dis pas que tu gagnes une compétition européenne. Aujourd'hui, tu dis que tu gagnes la Ligue des Champions. Et moi, je pense qu'on sous-estime l'opposition des joueurs à ce projet, parce que j'ai du mal à croire qu'ils trouvent ça formidable. Et on sous-estime aussi la force qu'ils peuvent avoir dans les négociations, même si je pense qu'on n'ira même pas jusqu'à là, encore une fois, et que les clubs et l'UEFA vont se mettre d'accord bien avant qu'on en arrive à là. D'ailleurs, petite déclaration de Ander Herrera, j'étais sur Twitter pour voir un peu ce qui se passait. Il a publié un message, Ander Herrera, le milieu espagnol parisien, sur Instagram, justement contre ce projet de Super League. Il a déclaré « Je suis tombé amoureux d'un football populaire. Avec cette Super League européenne, nous tuons les fans des plus petits clubs pour pouvoir rivaliser avec les plus grands, nous tuons le football. » Donc voilà, on parlait de prise d'opinion de joueurs. Et bah, c'est le cas avec Ander Herrera, en tout cas un joueur du Paris Saint-Germain. Voilà, peut-être que je peux ajouter une dernière petite chose sur ce qu'a dit Nicolas et sur l'attachement des joueurs à leur équipe nationale. Je ne suis pas vraiment d'accord avec toi. C'était peut-être le cas encore il y a 20-30 ans, mais j'ai l'impression quand même que la Ligue des Champions, quand même, elle vampirise tout. Et que souvent, parfois même, tu sais, pendant l'année, quand il y a des rassemblements en équipe nationale, les joueurs sont fatigués. Beaucoup se demandent, tu vois, par exemple, avec cette nouvelle Ligue des Nations, tu vois, la multiplication des matchs. Enfin, je suis pas sûr qu'aujourd'hui, je dis pas qu'ils sont pas attachés à l'équipe nationale, hein, évidemment que ça doit être le cas. Mais est-ce qu'une Coupe du Monde aujourd'hui, ça vaut une Ligue des Champions? Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que dans l'esprit des joueurs, la Ligue des Champions européenne, hein, évidemment, pour moi, c'est le Graal. Enfin, pour eux, j'ai l'impression que c'est le Graal et que la Coupe du Monde, ça a peut-être un tout petit peu moins d'importance à leur vue. Alors peut-être que je me trompe, mais moi, c'est ce que je perçois. C'est la vision que j'ai sur les joueurs et leur équipe nationale. Bon, en tout cas, on aura. Vas-y, Yacine. Juste moi, le coût du salaire, je vous le dis direct que pour moi, il n'y a pas d'histoire de 30 à 60 millions, c'est 30 millions de plus. Ils prendront tout ce qu'il y a à prendre. Et je peux vous dire que s'il y a un club qui aujourd'hui ne participe pas à cette Super League et que le joueur a une proposition à 55 pour aller participer, il ira direct. Sinon, je vois pas pourquoi ils négocieraient tous les 3 mois une revalorisation de salaire. Les mecs, ils passent de 7 à 8, de 8 à 11, de 11 à 15, de 15 à 35. Donc, à un moment donné, ils en veulent toujours plus. C'est comme ça parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que le joueur, il y a l'entourage, il y a les gens, il y a tout ce qu'il y a autour, tout ce qui va autour. Donc, moi, je vous dis, moi, l'histoire du salaire, j'y crois pas. La seule truc, c'est voilà, ce genre de phrase, comme a dit Herrera, c'est de me dire, est-ce que oui, les joueurs pourraient se positionner contre en se disant c'est malgré tout pas le football qu'on aime. Voilà, aller chercher une Coupe du Monde, aller chercher une Ligue des Champions un peu au mérite. C'est aussi ce qui a fait qu'on est dans le football. Voilà. Mais l'histoire du salaire, franchement, désolé, mais moi je dis si Mbappé, tu lui dis tu vas pouvoir gagner 50 au lieu de 30, croyez-moi qu'il dit oui, c'est où que je signe, tout de suite. Oui, mais encore une fois, Yacine, avec toujours, si tu n'as pas ce risque, encore une fois, d'être exclu de ta sélection et de ton championnat. Si la Super League aboutit pour X ou Y raison et que finalement on y arrive, déjà je pense qu'aucun club aujourd'hui pourra dire je ne veux pas y participer. Le PSG, le Bayern, ils vont y aller les 2 pieds joints comme tous les autres parce qu'ils n'auront pas le choix. Les joueurs, ils vont y participer. Maintenant, c'est toujours la même chose. Est-ce que des joueurs vont le faire si ils sont exclus de leur sélection nationale et que le club ne participe plus à un championnat? Ça, c'est quand même une vraie épée de Damoclès et un vrai sujet qui va rentrer dans les discussions. Après, Nico, tu sais très bien, on en a déjà parlé, ça ne va pas arriver jusque-là. Je pense que, comme tu l'as dit tout à l'heure, tout ça, c'est fait pour ce que tout le monde se mette autour d'une table et qu'ils trouvent la meilleure solution pour que les gros clubs croquent plus qu'ils ne croquent aujourd'hui. Mais parce que si
tu l'as dit tout à l'heure, si tu commences à exclure Liverpool, Manchester de Première Ligue, le Barça, le Real, etc., d'Espagne ou la Juve, l'Inter d'Italie, les championnats n'ont plus aucun intérêt. Je pense pas. Moi, encore une fois, la démission de Danieli à l'ECA, les déclarations des 12 clubs, etc., c'est pour dire, on est là, on va faire le truc. Donc, soit vous venez, on discute et on voit comment ça se passe pour les prochaines années, soit on le fait, il y a une banque qui nous suit. Là, ils sont en train de montrer que, en fait, ils peuvent la faire et qu'ils n'ont plus besoin ni de l'UEFA ni de la FIFA. C'est juste ça. Et l'UEFA, elle a tout à perdre à combattre les 12 clubs en les menaçant d'exclusion, soit de compétitions comme la Coupe du Monde, ou même d'exclure les clubs de leur championnat. Donc tout ça, c'est fait pour que les gens s'assoient autour d'une table et voient comment ils peuvent faire avec cette version-là pour gagner encore plus d'argent, parce qu'il y a eu le Covid, parce que les caisses sont vides, quand on sait que le Barça ne paye plus les salaires, que l'Inter aussi a du mal à payer les salaires. Donc voilà, ils n'ont pas voulu repartir sur ce modèle-là l'année prochaine avant de discuter de la nouvelle réforme. Moi, je pense que c'est ça, parce qu'il n'y a pas de visibilité sur l'avenir, que le Covid, ce n'est pas encore complètement fini, qu'on ne sait pas quand est-ce que les spectateurs vont revenir dans les stades, et les clubs ont peur de ça. Ils ont peur de vraiment tout perdre. Donc, ils ont mis un coup de pression à l'UEFA, et l'UEFA n'aura pas d'autre choix que de s'installer autour d'une table, et finalement, ils vont céder à tous les caprices de tous les grands clubs. Les clubs ont aussi à perdre, attention, encore une fois. Si les clubs, je ne sais pas s'ils peuvent le faire légalement, encore une fois. Mais ils sont déjà au bord de la rupture, Nico, tu vois. Oui, mais encore une fois, un club s'il est exclu de son championnat, alors ce qu'il va gagner avec la Super Ligue européenne, il va le perdre énormément en images, en histoire, en supporters. Voilà, faut pas croire que ces 12 clubs sont aujourd'hui en position totale de force et qu'ils ne risquent plus rien à aller au bout. Au contraire, il y a vraiment des enjeux des deux côtés. Alors l'UEFA est aujourd'hui au pied du mur parce qu'effectivement pour eux ce serait dramatique, mais pour les clubs il y a aussi à mon avis intérêt quand même à trouver des solutions. Et si la solution c'est de rester en championnat mais de participer à une nouvelle Ligue des Champions selon un peu plus des conditions que eux vont imposer, à mon avis ça va être le compromis qui va être trouvé. C'est ce qui paraît aujourd'hui le plus logique. Bon, en tout cas on verra. Attends, juste c'est le dernier truc. Après l'UEFA, il va falloir qu'ils pondent quand même une autre formule que ce qu'ils nous ont pondu, l'histoire des 36 équipes avec 9 matchs, pas de retour, un match sur 3, des poules de 18. Et aussi, il va falloir qu'ils réfléchissent. Ça, j'espère que ça va les aider et ça va les pousser à revoir leur nouveau format qui était proposé. Parce que si tu ponds des formules comme ça, c'est normal que tout le monde veut se casser. En tout cas, ça va encore évoluer, évidemment. Il y aura beaucoup de changements et d'évolutions dans ce projet de Super League. On en discutera dans le podcast, évidemment. Parce que là, je vois des infos un peu fleurir sur Twitter. Apparemment, Europe 1 sort comme information que… attendez, j'ai été su. Comme par hasard, ça s'est actualisé. Attendez, je reprends. En gros, que le Paris Saint-Germain serait toujours opposé fermement à ce projet de Super League. Je reprends. Ah oui, d'après Europe 1, la position du PSG contre la Super League est inchangée. Paris a été approché pour l'intégrer, mais il refuse le projet car impossible de partager le gâteau uniquement à 12. Il faut des Leicester, des Atalanta, des épopées. Voilà l'information que sort Europe 1. Le PSG qui refuse le foot business, c'est pas beau ça? Incroyable. On va être l'étendard du football populaire. C'est magnifique. Et je suis sûr que ma courte, il n'est pas contre. Hein. Donc voilà, tu vois. En tout cas, on aura l'occasion d'en discuter, évidemment, ça prouve ça. Mais aussi l'information de ce podcast, c'est que Paris a gagné contre Saint-Etienne et plus qu'à 1 point de Lille. Et évidemment, le Lyon-Lille du week-end prochain jouera beaucoup dans cette course au titre entre ces 4 équipes. Merci Mousse, merci Yacine et merci Nico d'avoir été pendant plus d'1 heure avec moi sur ce podcast pour parler de tous les sujets du jour. Évidemment, il y avait beaucoup de choses à dire. On espère qu'on a été complet. Je pense qu'on a été complet sur ce projet de… Il y a la Coupe de France mercredi face à Angers. Oui, il y a la Coupe de France mercredi. On n'en a pas parlé de la Coupe de France. Qu'est-ce qu'elle va devenir? La Coupe de France, ça restera… J'ai vu passer un très bon tweet, quelqu'un qui propose la création de la Super League des clubs amateurs qui ont éliminé l'OM. J'ai vu. Avec Carquefou, Le Canet, Andrézieux, c'est très bon. Il y aura un paquet de clubs, il y en a quelques-uns. Bon, en tout cas, voilà, on se donne rendez-vous. Alors, je ne sais pas si on fera un podcast sur la Coupe de France parce qu'on ne l'avait pas fait la dernière fois. Bon, ce n'est pas les matchs les plus passionnants, il n'y a pas forcément grand-chose à dire. Donc, je pense qu'on se donnera rendez-vous après le match du week-end prochain. Le Paris Saint-Germain affrontera Metz, il me semble. Ouais. C'est bien ça. Il se déplace à Metz. Samedi à 17h. Samedi, ouais. Voilà, samedi 17h. Le Paris Saint-Germain qui se déplace au stade San-Symphorien contre le Metz de Frédéric Antonetti.
Merci à vous de nous avoir suivis. Une belle semaine, évidemment. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont encore se passer entre la publication de podcast. Ça se trouve, vous aurez appris d'autres informations. Mais voilà, on a essayé d'être complet sur le sujet du jour. Et puis donc, on se donne rendez-vous après le match contre Metz. Salut à tous. Si on a gagné la Ciao. Ligue des Champions sur tapis vert avant la fin de non, la alors, le podcast, Ça se trouve, mercredi, on est sur les champs avec la coupe, les amis. Hein. voilà, c'est pour ça que je dis qu'il peut y avoir des infos d'ici là. On verra ce qui peut se passer en tout cas. Allez, salut à tous et une bonne semaine. Ciao.